Une histoire émouvante de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ. Elle était vierge, il était son mari millionnaire. Mais cette nuit de lune de miel, il l'a touchée sans savoir ce qu'il avait détruit. La pluie de mars battait encore les plantations de café lorsque Sophie arriva au domaine Saint-Clair, dans la campagne bourguignonne. C'était la fin de l'été, mais le froid semblait s'être enraciné dans les pierres centenaires de la grande maison et dans les règles tacites de ce mariage arrangé. Vêtue de blanc, mais sans voile ni fête, elle avait épousé Mathieu uniquement, pour honorer le contrat de leurs parents, deux familles aux histoires entachées, unies par des intérêts anciens qui remontaient au temps glorieux du vin et aux périodes sombres qui suivirent. Mathieu Delorme n'était pas un homme facile à déchiffrer. À 35 ans, il avait bâti un empire dans le secteur de la sécurité privée qui protégeait aussi bien des politiciens à Paris que des magnats à Lyon. Grand, à la voix basse et au regard d'acier, il portait sur ses épaules le traumatisme d'une trahison qui avait failli le détruire 5 ans plus tôt, lorsqu'il avait été littéralement empoisonné par une femme qui avait feint de l'aimer et avait presque réussi à le tuer pour un héritage de plusieurs millions qu'il avait refusé de signer. Le poison avait été administré lentement, pendant des mois, dissimulé dans des tisanes et des vitamines, jusqu'à ce que son corps commence à défaillir et que la vérité éclate au grand jour grâce à des analyses révélant des niveaux alarmants d'arsenic dans son sang. Depuis lors, Mathieu avait juré de ne plus jamais se rendre vulnérable. Sophie, avec son maintien réservé et son regard distant, semblait l'épouse parfaite pour ce pacte de convenance. Elle était discrète, éduquée, intouchable. Fille d'un vigneron ruiné du sud de la Bourgogne, elle avait été élevée entre les traditions rigides de la campagne et la mélancolie d'une famille qui avait tout perdu sauf son nom. Mais Mathieu ne savait pas, et elle ne lui avait pas dit, qu'elle gardait sa virginité comme la dernière chose qui lui appartenait encore, dans un monde où tout avait été négocié par d'autres, ni que, au fond, elle nourrissait un désir secret d'être touchée avec sincérité, aimée véritablement, même si ce n'était que pour une nuit. Sophie avait grandi en entendant des histoires chuchotées sur sa mère, Marine, une pianiste renommée décédée jeune dans des circonstances mystérieuses. Les tantes parlaient à voix basse de scandales, d'une liaison interdite, de lettres brûlées et de secrets enterrés avec elle dans le cimetière de la ville. Sophie savait seulement que la musique était son héritage le plus précieux, que ses mains semblaient connaître les touches du piano avant même qu'elle n'apprenne les premières notes, et que jouer était la seule façon de se connecter avec la mère qu'elle n'avait jamais connue. Le mariage avait été arrangé lorsque Sophie avait atteint ses 18 ans, 2 ans après la mort de son père dans un accident de voiture qui avait laissé la famille avec des dettes impayables. Mathieu avait besoin d'une épouse qui apporterait une respectabilité sociale sans complications émotionnelles. Elle avait besoin de sauver la propriété familiale de la saisie hypothécaire. Un accord parfait sur le papier, un cauchemar dans la réalité. La cérémonie eut lieu dans la chapelle du domaine, en présence de seulement 12 personnes. Sophie portait la robe de mariée de sa grand-mère, jaunie par le temps, et tenait un bouquet de roses blanches cueillies dans le jardin. Ce matin-là, Mathieu était vêtu d'un costume sombre, impeccable, et n'avait pas souri une seule fois pendant toute la célébration. Lorsque le prêtre lui demanda s'il acceptait Sophie comme épouse, sa réponse fut un « j'accepte » si sec qu'il résonna dans la chapelle comme une sentence. Sophie sentit le poids de ce moment comme une pierre tombale sur sa poitrine. À 20, elle épousait un inconnu, un homme qui la regardait comme si elle était un objet nécessaire, mais non désiré. Pendant la cérémonie, ses mains tremblèrent tellement qu'elle faillit faire tomber l'alliance. Mathieu saisit ses doigts avec une fermeté excessive, comme s'il voulait contrôler jusqu'à ses nerfs. La fête fut brève et formelle. Quelques voisins, peu d'amis de Mathieu, aucun parent proche de Sophie, à part une tante éloignée qui avait voyagé depuis Dijon uniquement pour témoigner de ce qu'elle appelait la fin d'une époque. Pendant le dîner, Sophie put à peine manger. Mathieu conversait avec les invités de business, de politique, d'investissement, comme s'il s'agissait simplement d'un événement professionnel de plus dans son agenda. Lorsque vint l'heure des « félicitations », Sophie remarqua que les gens la regardaient avec un mélange de pitié et de curiosité,
Tous savaient que c'était un mariage de convenance, qu'elle était là pour payer les dettes de son père et lui pour acquérir une épouse adaptée à ses cercles sociaux. Personne ne feignait qu'il y avait de l'amour dans cette union. Le soir, après le départ des invités, Sophie se retrouva seule dans la chambre principale de la grande maison, une vaste pièce aux meubles, anciens en acajou et aux fenêtres donnant sur les vignobles. La chambre avait été préparée pour elle par la gouvernante, Madame Lefort, une femme de 60 ans qui travaillait au domaine depuis des décennies et qui l'avait accueillie avec la froideur respectueuse réservée à la maîtresse de maison. Sophie avait troqué sa robe de mariée contre une chemise de nuit en coton blanc, simple et pudique, que sa tante avait insisté pour qu'elle soit appropriée pour sa première nuit de mariage. Elle était assise au bord du lit, lorsque Mathieu entra dans la chambre sans frapper à la porte, comme s'il était déjà propriétaire de cet espace intime. Il avait ôté sa veste et sa cravate, et les manches de sa chemise étaient retroussées jusqu'au coude. Il paraissait plus imposant dans cet environnement, plus imposant. Et Sophie sentit une vague de nervosité parcourir son corps lorsqu'il la regarda de haut en bas, l'évaluant avec la même froideur qu'il analysait les contrats. « Tu sais pourquoi ? » « Nous sommes ici, » dit Mathieu, sa voix basse résonnant dans le silence de la chambre. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Sophie acquiesça, incapable de trouver les mots. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Mathieu s'approcha et Sophie sentit l'odeur de son parfum masculin mêlé à l'arôme du vin qui imprégnait encore ses vêtements. Il tendit la main pour qu'elle se lève et lorsque Sophie la toucha, elle sentit la froideur de ses doigts contre sa peau chaude. Elle était nerveuse, mais il y avait aussi autre chose, une curiosité sur ce qui allait suivre, sur ce que ce serait d'être touché par un homme, même si ce n'était que par obligation. « As-tu déjà » Mathieu commença, mais interrompit, sa question au milieu. Il semblait mal à l'aise avec la possibilité d'intimité, même la plus élémentaire. Sophie secoua la tête, comprenant ce qu'il n'arrivait pas à demander. « Non » murmura-t-elle, et elle vit quelque chose passer dans ses yeux, peut-être de la surprise, peut-être de l'impatience. Mathieu la toucha avec fermeté, sans délicatesse, mais aussi sans brutalité. Pour lui, c'était juste une formalité, un protocole à suivre pour s'assurer que le mariage soit consommé conformément aux attentes sociales. Il ne remarqua pas les larmes que Sophie ravala lorsqu'il l'allongea sur le lit, ni la façon dont elle ferma les yeux et serra les poings jusqu'à ce que ses ongles entaillent ses paumes. Ce ne fut pas brutal, mais ce fut absent. Mathieu la posséda comme on signe un document important, avec efficacité et hâte d'en finir. Sophie ressentit de la douleur, mais pas seulement physique, la douleur émotionnelle de réaliser que sa première fois, le moment qu'elle avait imaginé pendant des années comme quelque chose de spécial, n'était qu'une transaction de plus dans sa vie négociée par d'autres. Quand ce fut terminé, Mathieu s'éloigna immédiatement, comme si son contact pouvait le contaminer. « Demain, je pars pour Paris, dit-il, déjà en train de s'habiller. Je dois régler des contrats urgents. Madame Lefort s'occupera de tout ce dont tu auras besoin. » Sophie resta allongée, regardant le plafond, sentant le goût salé des larmes qui coulaient enfin sur son visage. Mathieu quitta la chambre sans se retourner, la laissant seule avec la douleur entre ses jambes et le vide dans sa poitrine. Elle saignait, et quelque chose en elle commençait aussi à mourir. Le lendemain matin, elle se réveilla seule. Mathieu était parti avant l'aube, sans adieu, sans explication. Juste la froideur habituelle, comme si rien ne s'était passé. Madame Lefort apporta le petit déjeuner dans la chambre, et Sophie perçut dans le regard de la femme une compassion silencieuse, comme si elle comprenait exactement ce qui s'était passé là. « Monsieur Mathieu a toujours été ainsi, » dit Madame Lefort, arrangeant les rideaux. « Depuis que cette femme a failli le tuer, il s'est fermé comme une huître. Il ne laisse personne s'approcher vraiment de lui. » Sophie voulut demander des détails sur cette femme, sur ce qui s'était passé, mais les mots ne sortirent pas. Elle était encore en train de traiter sa propre douleur, essayant de comprendre comment elle allait vivre le reste de sa vie mariée à un homme qui la traitait comme un objet. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine vide. Sophie explorait le domaine, tentait de converser avec le personnel, passait des heures au vieux piano du salon,
jouant les morceaux que sa mère avait laissés noter sur des partitions jaunies. La musique était son refuge, le seul endroit où elle se sentait encore vivante. Mathieu n'appelait pas, n'envoyait pas de nouvelles. Madame Lefort commentait qu'il était toujours ainsi, voyageant entre Paris, Lyon et Marseille, s'occupant des affaires, comme s'il avait complètement oublié qu'il avait une épouse qui l'attendait en Bourgogne. 3 semaines après le mariage, Sophie jouait du piano en fin d'après-midi lorsqu'elle ressentit un étourdissement soudain. Elle se leva trop rapidement et le monde tourna autour d'elle. Elle réussit à s'appuyer sur le piano avant de s'évanouir, mais Madame Lefort, qui passait par le salon à ce moment-là, vit quand elle perdit connaissance et courut pour la soutenir. « Mon Dieu !» murmura la gouvernante, portant Sophie jusqu'au canapé. « Mademoiselle, vous êtes très pâle. Je vais appeler le docteur Henri. » Docteur Henri Thibault était le médecin de la famille depuis des décennies. Un homme aux cheveux grisonnants qui connaissait Sophie depuis son enfance, lorsqu'elle visitait encore le domaine de son père. Il arriva 1 heure plus tard, inquiet, et examina Sophie avec soin. « Quand avez-vous eu vos dernières règles ?» demanda-t-il. Et Sophie sentit le monde s'arrêter. Elle n'y avait pas pensé auparavant, mais maintenant, en faisant le calcul, elle réalisa qu'elle avait près de 2 semaines de retard. Le test confirma ce que tous deux soupçonnaient déjà. Sophie était enceinte. Enceinte d'un homme qui ne la connaissait pas, d'un mari qui ne l'aimait pas, de quelqu'un qui l'avait possédée une seule fois comme s'il remplissait une obligation bureaucratique. Pendant des jours, Sophie lutta entre dire ou ne pas dire à Mathieu. Comment réagirait-il? Penserait-il qu'elle l'avait fait exprès, que c'était une tentative de s'accrocher au mariage? L'idée de l'appeler et de lui annoncer par téléphone lui donnait des nausées qui n'étaient pas seulement dues à la grossesse. Elle décida d'attendre son retour, mais Mathieu ne donnait aucun signe de quand cela se produirait. Les semaines passèrent, et Sophie sentait son corps changer, sentait la vie grandir en elle, alors qu'elle vivait complètement seule dans ce domaine, au milieu, de nulle part. C'est alors que le destin livra sa vérité par d'autres moyens. Sophie prenait son petit déjeuner lorsque Madame Lefort entra dans la cuisine, avec le journal à la main, et une expression horrifiée sur le visage. « Madame Sophie, » dit la gouvernante, la voix tremblante, « vous devez voir cela. » Le titre de « La page mondaine sautait aux yeux. L'épouse du magnate de la sécurité tombe enceinte pour décrocher le jackpot. » L'article, signé par une chroniqueuse sociale connue pour ses scandales, contenait des détails intimes sur le mariage de Mathieu et Sophie, insinuait qu'elle avait séduit l'homme d'affaires pour tomber enceinte rapidement et garantir une pension alimentaire à vie, et citait des sources anonymes qui affirmaient avoir des preuves que tout avait été un plan calculé. Sophie lut l'article 2 fois avant de pouvoir traiter complètement ce qui se passait. Quelqu'un avait divulgué des informations sur sa grossesse à la presse, quelqu'un qui connaissait des détails intimes de sa vie, quelqu'un qui voulait la détruire publiquement. Le téléphone du domaine sonna sans cesse toute la matinée. Des journalistes voulant des déclarations, des curieux voulant des confirmations, des personnes que Sophie ne connaissait même pas appelant pour savoir si les informations étaient vraies. Madame Lefort décrocha le téléphone, mais cela n'empêcha pas les journalistes d'apparaître à la grille du domaine, essayant d'obtenir des photos et des interviews. À 2 heures de l'après-midi, Mathieu arriva. Sophie entendit le vrombissement du moteur de sa voiture avant de le voir descendre de sa BMW noire avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une rage pure. Il entra dans la maison comme un ouragan, claquant les portes, la cherchant avec la fureur de quelqu'un qui avait été trahi de la pire façon possible. « Sophie !» Son cri résonna dans toute la maison. Elle était dans la chambre, essayant de se cacher de la tempête qu'elle savait venir, mais il n'y avait pas moyen d'y échapper. Mathieu monta les escaliers 2 par 2 et envahit la chambre sans cérémonie. « Explique-moi ça, dit-il, jetant le journal sur le lit. Ses yeux étaient injectés de colère et Sophie remarqua qu'il tremblait de fureur contenue. « Explique-moi. Comment diable la presse sait que tu es enceinte avant moi ?» Sophie essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. Sa présence était écrasante quand il était en colère et elle se sentait petite, sans défense, comme une enfant réprimandée. « Tu croyais que je ne le découvrirais pas ?» Mathieu continua, arpentant la chambre comme un animal en cage. « Tu croyais que tu pouvais me faire passer pour un idiot, tomber enceinte et ensuite divulguer la nouvelle à la presse pour me faire chanter. Je n'ai pas... »
Sophie parvint finalement à murmurer, mais il l'interrompit. « Ne me mens pas !» Mathieu cria et Sophie se recroquevilla sur le lit. « J'ai déjà vécu ça. J'ai déjà été utilisé par une femme qui a prétendu m'aimer pour me voler. Tu crois que je suis assez idiot pour tomber dans le même piège 2 fois ?» Les larmes coulèrent sur le visage de Sophie, non par peur, mais par indignation. Comment pouvait-il penser cela d'elle? Comment pouvait-il croire qu'elle était capable d'une manipulation aussi cruelle? Mathieu, je n'ai jamais... Elle essaya d'expliquer, mais il ne voulait pas écouter. « Tu as tout calculé, n'est-ce pas ?» dit-il, la voix basse maintenant, mais chargée de venin. « Tu t'es mariée vierge pour me convaincre que tu étais différente. Tu es tombée enceinte la première nuit pour garantir l'héritage. Et maintenant, tu divulgues tout à la presse pour me mettre la pression. » Sophie se leva du lit, l'indignation surpassant la peur. « Tu crois vraiment que je ferais ça? Que je choisirais de passer par cette humiliation publique si c'était mon plan? Pour de l'argent, les gens font n'importe quoi, » répondit Mathieu, et ses mots coupèrent Sophie comme des lames. « J'ai appris cela de la pire façon possible. » Sophie le regarda dans les yeux, vit la méfiance, le mépris, la certitude absolue qu'elle n'était qu'une opportuniste de plus, essayant de profiter de lui. Quelque chose mourut en elle à ce moment-là, le dernier espoir que peut-être un jour, il pourrait construire quelque chose de réel. Sans dire un mot, Sophie alla au bureau ancien dans le coin de la chambre et sortit une enveloppe d'un des tiroirs. Elle la tendit à Mathieu d'une main tremblante. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il méfiant. « Ouvre » dit Sophie, la voix ferme pour la première fois depuis son arrivée. Mathieu ouvrit l'enveloppe et en sortit un document officiel. C'était un certificat de virginité, signé par le docteur Henry 2 semaines avant le mariage, lorsque Sophie était allée faire les examens prénuptiaux exigés par le contrat matrimonial. Le document prouvait qu'elle n'avait jamais eu de relations sexuelles avant la nuit de noces. Mathieu regarda le papier, puis elle, puis à nouveau le papier. Pour la première fois, Sophie vit de l'incertitude dans ses yeux. « Si je voulais te... tromper, » dit Sophie, la voix se brisant. « Crois-tu que j'aurais gardé cela? Crois-tu que je me soumettrais à cette humiliation si j'avais quelque chose à cacher ?» Mathieu resta silencieux, tenant toujours l'examen, traitant ce que cela signifiait. Si Sophie était vierge avant le mariage, si elle n'avait pas menti, à ce sujet alors peut-être, mais Sophie n'attendit pas qu'il arrive à une conclusion. La douleur de l'accusation, l'humiliation publique, la froideur avec laquelle il l'avait traitée depuis le premier jour, tout cela forma une tempête en elle qui avait besoin d'une issue. « Je ne sais pas qui a divulgué cette information à la presse, dit-elle, prenant une petite valise qui était rangée dans l'armoire. Mais je sais que ce n'était pas moi, et je sais que je ne mérite pas d'être traitée comme une criminelle parce que j'attends un enfant de toi. » Mathieu l'observa mettre quelques vêtements dans la valise, essayant encore de traiter le revirement de la situation. « Que fais-tu »« Je pars, » répondit Sophie sans le regarder. « Tu as clairement exprimé ce que tu penses de moi. Je ne vais pas rester ici pour être jugée et méprisée tous les jours. » « Sophie, attends !» Mathieu fit un pas vers elle, mais Sophie s'éloigna. « Non, » dit-elle fermement. « Tu as fait ton choix. Tu as préféré croire le pire de moi sans même me donner la chance de m'expliquer. Cela en dit plus sur toi que sur moi. » Sophie ferma la valise et marcha vers la porte. Mathieu resta immobile au milieu de la chambre, tenant encore le certificat de virginité, voyant son épouse sortir de sa vie avec la même froideur avec laquelle il l'avait accueillie. « Où vas-tu » demanda-t-il lorsqu'elle était déjà à la porte. Sophie s'arrêta mais ne se retourna pas. « Loin de toi. » Et ainsi, cet après-midi pluvieux de mars, Sophie disparut du domaine Saint-Clair, emportant seulement une petite valise et l'enfant qui grandissait dans son ventre. Mathieu resta seul dans la grande maison, pour la première fois se demandant s'il n'avait pas commis la plus grande erreur de sa vie. Madame Lefort trouva une lettre sur la table de la cuisine. D'une écriture soignée, Sophie avait écrit une seule ligne. « Prenez soin de lui comme vous avez pris soin de moi. Il en aura besoin. » C'est alors que l'intrigue commença à se défaire. Mathieu, obsédé par le contrôle, se trouva envahi par quelque chose de nouveau et de terrifiant. Le doute. Pour la première fois depuis des années, il commença à remettre en question ses propres certitudes, à penser qu'il n'avait jamais vraiment connu Sophie, qu'il ne lui avait jamais demandé son histoire, ses rêves, ses peurs.
Comment elle n'était peut-être pas l'opportuniste qu'il avait jugé si rapidement. Dans le salon, le piano restait ouvert sur la dernière musique que Sophie avait jouée. Mathieu s'approcha et vit les partitions éparpillées, certaines avec des annotations dans la marge, d'autres avec des larmes séchées sur le papier. C'étaient des musiques tristes, mélancoliques, qui parlaient d'amour perdu et d'espoir brisé. Pour la première fois depuis que Sophie était partie, Mathieu ressentit quelque chose au-delà de la colère. C'était un vide étrange, comme si quelque chose d'important avait été arraché de sa vie avant même qu'il ne réalise que c'était là. Sophie se réveilla au son des cloches sonnant matines au monastère Sainte-Thérèse, à Beaune. Elle y était arrivée 3 jours plus tôt, conduisant sans destination sur les routes de Bourgogne jusqu'à ce que la pluie l'oblige à s'arrêter dans la petite ville historique. C'est alors qu'elle vit la plaque discrète indiquant l'ancien monastère qui accueillait des femmes en retraite spirituelle, et quelque chose en elle murmura que c'était là qu'elle devait être. Sœur Bénédicte, la mère supérieure, était une femme de 70 ans, aux yeux pénétrants et à la sagesse qui semblait venir de décennies, à traiter avec des âmes blessées. Elle accueillit Sophie sans poser de questions, observant seulement la petite valise, le visage gonflé d'avoir tant pleuré et la main instinctive que la jeune femme portait à son ventre encore plat. « Vous pouvez rester le temps dont vous avez besoin, » dit la religieuse, conduisant Sophie à travers les couloirs de pierre qui faisaient écho aux pas comme des murmures de prières anciennes. « Mais sachez qu'ici, nous ne cachons pas la douleur. Ici, nous l'affrontons. » La chambre que Sophie reçut était simple. Un lit simple, un bureau en bois, un crucifix au mur et une fenêtre qui donnait sur le jardin intérieur où d'autres femmes s'occupèrent de potager et de rosiers. Le silence n'était pas oppressant, mais curatif, comme si les murs du monastère gardaient des décennies de larmes transformées en paix. La première nuit, Sophie ne put dormir. Elle resta à la fenêtre à regarder les étoiles, la main sur le ventre, conversant silencieusement avec le bébé qui grandissait en elle. « Je ne sais pas ce que nous allons faire, » murmura-t-elle, « mais je te promets que tu ne te sentiras jamais seule comme je me suis sentie. » Pendant la journée, elle aidait au potager, participait aux prières vespérales et passait des heures dans la bibliothèque du monastère où elle trouva une petite salle avec un piano droit ancien. Les touches étaient jaunies et le son n'était pas parfait. Mais quand Sophie joua les premières notes, elle sentit pour la première fois depuis des semaines qu'elle pouvait vraiment respirer. Sœur Bénédicte apparut à la porte de la salle, de musique le 3e jour, alors que Sophie jouait une sonate mélancolique qui résonnait dans les couloirs comme une lamentation. « Votre mère jouait ainsi, » dit la religieuse, et Sophie s'arrêta brusquement, les mains suspendues au-dessus des touches. « Pardon ?» Sœur Bénédicte entra dans la salle et ferma la porte derrière elle. « Marine Dupont, c'était votre mère, n'est-ce pas ?» Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Vous l'avez connue ?»« Oui, elle est venue ici plusieurs fois dans les dernières années de sa vie. Elle venait jouer sur ce même piano quand la douleur devenait insupportable. » La religieuse s'approcha et passa la main sur les touches avec affection. Elle disait que la musique était la seule chose qui la maintenait saine d'esprit au milieu des secrets qu'elle portait. Quel secret? Sophie se tourna complètement sur le tabouret, le cœur battant. Sœur Bénédicte l'étudia attentivement, comme si elle évaluait combien de vérités Sophie était prête à entendre. « Votre mère a eu un grand amour, Sophie. Un amour interdit, dangereux, qui a failli détruire 2 familles puissantes. Quand elle est morte, ce secret a été enterré avec elle. Mais certains fantômes ne reposent pas en paix. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Quel genre d'amour interdit? Le genre qui engendre des enfants et oblige des familles entières à mentir pour protéger les réputations. Sœur Bénédicte s'assit sur une chaise près du piano. Marine était pianiste, vous le savez, mais elle était aussi jeune, belle et amoureuse d'un homme marié, un homme très puissant. « Qui ?» demanda Sophie, bien qu'une partie d'elle soupçonnait déjà la réponse. « Étienne Delorme, le père de votre mari. » Le monde s'arrêta. Sophie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac, et pendant un moment, elle ne put même pas respirer. « C'est impossible. C'est la vérité. » Sœur Bénédicte parla avec la sérénité de quelqu'un qui porte un poids depuis des décennies. Marine m'a tout raconté dans les derniers mois de sa vie. Elle savait qu'elle était malade.
Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Elle voulait que quelqu'un connaisse la vérité, au cas où un jour vous en auriez besoin. Sophie se leva brusquement, arpentant la petite salle comme un animal en cage. Si ma mère a eu une liaison avec le père de Mathieu, cela signifie que vous êtes demi-frère et sœur? Non. Sœur Bénédicte secoua la tête. La liaison a eu lieu des années avant votre naissance. Étienne a mis fin à la relation quand il a découvert que sa femme était enceinte de Mathieu. Marine était dévastée, mais elle a respecté sa décision. Alors pourquoi est-ce important? Parce qu'Étienne n'a jamais cessé d'aimer votre mère. Et quand elle s'est mariée avec votre père, Jacques Dupont, Étienne est devenu obsédé par l'idée que vous étiez peut-être sa fille. Même en sachant que les dates ne correspondèrent pas, il n'a jamais pu accepter que Marine ait continué sa vie. Sophie se rassit, les jambes tremblantes. Et alors? Étienne est mort il y a 5 ans, Sophie. Mais avant de mourir, il a fait un testament secret. Un testament qui vous laissait un héritage considérable, s'il était prouvé que vous étiez sa fille biologique. Les pièces commencèrent à s'emboîter dans l'esprit de Sophie comme un puzzle macabre. C'est pour ça que mon père a accepté le mariage arrangé. En partie, oui, mais aussi parce qu'Étienne, de son vivant, a fait pression pour que les familles s'unissent. Il voulait vous avoir près de lui, il voulait pouvoir prendre soin de vous comme si vous étiez sa fille. Le mariage était une façon de légitimer cette protection. Sophie sentit la nausée monter. Mathieu sait-il cela? J'en doute. Étienne a gardé ce secret jusqu'à sa mort. Mais quelqu'un a découvert le testament, Sophie. Quelqu'un qui a beaucoup à perdre si vous recevez cet héritage. Tandis que Sophie traitait ses révélations dans le silence du monastère, à 200 kilomètres de là, Mathieu perdait le sommeil pour la 3e nuit consécutive. Il avait engagé Laurent Ferrand, le meilleur détective privé de Lyon, pour enquêter non seulement sur les allées et venues de Sophie, mais aussi sur son histoire. Êtes-vous sûr de vouloir savoir? Laurent avait demandé lors de leur première réunion. Parfois, la vérité est plus compliquée que le mensonge. J'ai besoin de savoir, avait répondu Mathieu, passant la main dans ses cheveux, dans un geste d'épuisement. J'ai besoin de comprendre si j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. Le rapport que Laurent apporta 2 semaines plus tard était épais et détaillé. Mathieu le lut 3 fois avant de pouvoir traiter complètement les informations qui changèrent tout ce qu'il pensait savoir sur sa propre vie. Sophie Dupont avait perdu sa mère à l'âge de 2 ans. Marine Dupont, née Marine Lambert, avait été une pianiste prometteuse qui avait étudié au Conservatoire de musique de Lyon et s'était produite dans d'importants concerts à Paris et à Marseille. Elle s'était mariée avec Jacques Dupont, viticulteur à 25 ans, et était morte à 32 ans dans des circonstances que le rapport médical de l'époque avait classées comme mort subite par problème cardiaque. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans les dossiers médicaux. Marine avait consulté 3 médecins différents dans les mois précédant sa mort, tous dans des villes différentes, tous rapportant des symptômes vagues, fatigue extrême, perte de poids, douleurs thoraciques, difficultés respiratoires. Les symptômes étaient compatibles avec un empoisonnement lent, mais aucun des médecins n'avait considéré cette possibilité à l'époque. Mathieu sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Empoisonnement lent, exactement comme ce qui lui était arrivé 5 ans plus tôt. Le rapport continuait. Jacques Dupont s'était remarié seulement 6 mois après la mort de Marine avec une femme beaucoup plus jeune qui avait amené 2 enfants d'un mariage précédent. Sophie avait grandi en étant traitée comme une étrangère dans sa propre maison, principalement prise en charge par des domestiques, tandis que son père se consacrait à des affaires de plus en plus infructueuses et à sa nouvelle famille. Mais la partie la plus troublante du rapport venait dans les pages finales. Laurent avait découvert que Marine Lambert avait eu une relation antérieure au mariage, une relation qui avait été étouffée par les familles impliquées. L'homme en question était marié, puissant, et avait remué ciel et terre pour garder la liaison secrète. Étienne Delorme, le propre père de Mathieu. Mathieu laissa tomber le rapport et alla à la fenêtre du bureau, regardant les vignobles sans rien voir. Son père avait eu une liaison avec la mère de Sophie. Cela expliquait beaucoup de choses, l'insistance d'Étienne pour que Mathieu se marie spécifiquement avec Sophie, la générosité excessive dans le contrat matrimonial, l'urgence d'unir les familles. Mais cela soulevait aussi des questions terrifiantes. Si Étienne avait aimé Marine, s'il était resté en contact avec elle au fil des ans,
s'il n'avait peut-être jamais surmonté cet amour. Mathieu se souvint des paroles de son père dans les dernières années de sa vie, comment il parlait de corriger les erreurs du passé et de protéger ceux qui méritaient protection. Le téléphone du bureau sonna, interrompant ses pensées. C'était Laurent. « Mathieu, je dois vous parler en personne. J'ai découvert quelque chose sur l'article qui a divulgué la grossesse de votre épouse. » 1 heure plus tard, Laurent était assis en face de Mathieu, avec une expression sombre. L'article a été divulgué par quelqu'un de proche, quelqu'un qui a accès à des informations médicales confidentielles. Comment ça? La chroniqueuse qui a publié l'article a reçu non seulement l'information sur la grossesse, mais aussi des copies d'examens médicaux. Des examens qui n'auraient ni pu être obtenus que par quelqu'un ayant accès au cabinet du docteur Henri Thibault. Mathieu fronça les sourcils. Docteur Henri ne ferait jamais ça. Il est médecin de la famille depuis des décennies. Pas le médecin lui-même, mais quelqu'un qui travaille pour lui ou qui a accès à ses archives. Laurent ouvrit un dossier et en sortit quelques feuilles. J'ai retracé l'IP d'où a été envoyé l'email avec les informations. Il a été envoyé du bureau de Delorme Sécurité, Mathieu, de votre propre bureau. Le sang de Mathieu se glaça. Seules quelques personnes avaient accès au système. Qu'interne de l'entreprise en dehors des heures de bureau. Lui-même, la secrétaire principale, le responsable informatique et... Vincent, murmura Mathieu. Vincent Delorme, son demi-frère cadet, fils d'Étienne avec sa seconde épouse. Vincent qui avait toujours ressenti du ressentiment face au fait que Mathieu était l'héritier principal de l'entreprise. Vincent qui avait ouvertement remis en question la décision de Mathieu d'épouser Sophie, la qualifiant d'intéressée et d'opportuniste. Il y a plus, continua Laurent. Vincent a fréquenté le cabinet du docteur Henri ces dernières semaines, officiellement pour traiter une blessure au genou, mais les visites ont été beaucoup plus fréquentes que nécessaire pour ce type de traitement. Mathieu se leva brusquement, la colère grandissant dans sa poitrine comme un feu. Il a eu accès aux examens de Sophie. Et pas seulement cela. J'ai découvert que Vincent a engagé un détective privé il y a 3 mois, avant même votre mariage. Il enquêtait sur Sophie, cherchant n'importe quoi qu'il pourrait utiliser contre elle. Pourquoi? Laurent hésita. Mathieu, vous devez vous asseoir pour entendre cela. Mathieu s'assit, se préparant à une autre révélation qui changerait tout. Votre père a laissé un testament secret, un testament que personne ne connaissait, pas même vous. Dans ce testament, Étienne laisse un héritage significatif à Sophie Dupont, la reconnaissant comme fille adoptive posthume. Ça n'a pas de sens. Si vous considérez qu'Étienne n'a jamais surmonté son amour pour sa mère, le testament est une façon de garantir que Sophie soit prise en charge, protégée financièrement, même après sa mort. Mathieu passa la main sur son visage, essayant de traiter tout cela, et Vincent a découvert ça. Exactement. Si Sophie reçoit cet héritage, la part de Vincent dans l'entreprise diminue considérablement. Il a beaucoup à perdre si Sophie reste dans la famille. C'est pourquoi il a créé tout ce scandale, pour forcer votre séparation. Mathieu ressentit un mélange de colère et de regret qui menaçait de l'étouffer. Vincent avait tout manipulé, avait utilisé les propres traumatismes et insécurités de Mathieu contre lui, avait détruit la vie d'une femme innocente par pure cupidité. « Je dois retrouver Sophie, » dit Mathieu, se levant à nouveau. « Je la cherche déjà. » « Mais Mathieu... » Laurent l'interrompit. « Vous devez être préparé à la possibilité qu'elle ne veuille pas revenir. Après tout ce qui s'est passé, après la façon dont vous l'avez traitée... » « Je sais. » Mathieu regarda par la fenêtre, voyant le soleil se coucher derrière les vignobles. « Je sais qu'il est peut-être trop tard, mais je dois essayer. Je dois lui dire la vérité. » Pendant ce temps, au monastère Sainte-Thérèse, Sophie avait passé 3 semaines dans une routine de prière, de travail et de musique qui guérissait lentement son âme blessée. Son ventre commençait à montrer les premiers signes de la grossesse, et elle passait les après-midi à converser avec le bébé tout en s'occupant du potager. Sœur Bénédicte était devenue une confidente, partageant des histoires sur Marine qui aidaient Sophie à mieux comprendre sa propre histoire. Elle apprit que sa mère avait laissé des lettres, des partitions originales, et même des enregistrements sur cassette qui étaient conservés dans un coffre à la banque de Beaune. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit cela avant ?» demanda Sophie.
un après-midi alors qu'elle s'occupait des rosiers dans le jardin, parce que vous n'étiez pas prête à l'entendre. La douleur est comme le vin, Sophie. Elle a besoin de temps pour se transformer en quelque chose qui nourrit au lieu d'empoisonner. Sophie commençait à comprendre cette transformation. La colère qu'elle ressentait envers Mathieu cédait la place à une tristesse plus profonde, mais aussi à une compréhension que peut-être tous deux étaient victimes de manipulations plus grandes qu'ils ne l'imaginaient. C'est un jeudi après-midi, alors que Sophie jouait du piano dans la salle de musique, que sœur Bénédicte apparut à la porte avec une expression différente. « Sophie, vous avez une visite. »« Une visite ?» Sophie arrêta de jouer, confuse. « Mais personne ne sait que je suis ici. » Apparemment, quelqu'un l'a découvert. Sophie sentit son estomac se retourner. Si Mathieu l'avait trouvé, s'il était venu chercher des explications ou faire plus d'accusations, qui est-ce? Un jeune homme. Il dit être le frère de votre mari. Vincent, je crois. Le sang de Sophie se glaça. Vincent Delorme était une personne qu'elle n'avait rencontrée que brièvement au mariage. Un homme d'apparence agréable, mais avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il y avait quelque chose en lui qui la dérangeait profondément. Une fausseté qu'elle ne parvenait pas à préciser. A-t-il dit ce qu'il voulait? Il a dit qu'il avait des informations importantes sur la famille Delorme que vous devez savoir. Des informations qui pourraient changer votre vie. Sophie sentit un frisson. Pourquoi Vincent viendrait-il jusqu'ici? Comment avait-il découvert où elle se trouvait? Et quelles informations pouvaient être si importantes qu'elle l'avait conduit à la chercher personnellement? Où est-il? Dans le parloir. Mais Sophie, sœur Bénédicte lui tint le bras. Soyez prudente, il y a quelque chose chez cette homme qui ne m'inspire pas confiance. Sophie acquiesça, mais elle savait qu'elle devait découvrir ce que Vincent voulait. Elle descendit les couloirs de pierre jusqu'à la petite salle où le monastère recevait les visites, se préparant mentalement à tout. Vincent se tenait debout près de la fenêtre, vêtu d'un costume sombre impeccable et arborant un sourire qui confirma tous les instincts d'alerte de Sophie. Quand il la vit entrer, ses yeux parcoururent son corps d'une façon qui la fit se sentir exposée et vulnérable. « Sophie, dit-il, la voix trop douce pour être sincère, quel plaisir de vous trouver. J'étais inquiet. »« Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda directement Sophie, gardant ses distances. « J'ai mes ressources, mais cela n'a pas d'importance maintenant. Ce qui importe, c'est que nous devons parler de certaines vérités que mon frère ne vous a pas dites. » Sophie croisa les bras sur sa poitrine, protégeant instinctivement le bébé. Quelle vérité! Vincent s'approcha d'un pas, et Sophie perçut qu'il y avait quelque chose de prédateur dans ses mouvements. Des vérités sur la raison pour laquelle vous vous êtes vraiment mariés, sur les secrets que notre famille garde, sur ce qui est réellement arrivé à votre mère. Le cœur de Sophie s'emballa. « Que savez-vous sur ma mère? Je sais qu'elle n'est pas morte de problèmes cardiaques comme tout le monde le croit. » Vincent sourit, et cette fois il y avait une cruauté évidente dans son expression. « Je sais qu'elle a été assassinée, et je sais qui l'a tuée. » Sophie sentit le monde tourner autour d'elle. « Vous mentez. »« Vraiment? Ou peut-être que votre mère a été tuée par la même personne qui a tenté de tuer Mathieu il y a 5, 15, par la même personne qui veut maintenant vous éliminer, vous et votre enfant, avant que vous puissiez revendiquer ce qui vous revient de droit. » Sophie s'agrippa au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. « Qui? Qui a fait ça ?» Vincent s'approcha davantage, maintenant dangereusement près d'elle. « Ah, Sophie, vous pensez vraiment que j'ai voyagé jusqu'ici pour simplement tout raconter gratuitement? L'information a un prix, et le prix de la vérité sur votre mère, et votre coopération dans certains arrangements que je dois faire. » C'est alors que Sophie réalisa qu'il n'était pas venu là pour l'aider. Vincent était venu pour la menacer. Et soudain, seule dans ce monastère isolé, elle comprit qu'elle était peut-être en bien plus grand danger qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Sophie se réveilla au son des cloches sonnant matines au monastère, Sainte-Thérèse à Beaune. Elle y était arrivée 3 jours plus tôt, conduisant sans destination sur les routes de Bourgogne, jusqu'à ce que la pluie l'oblige à s'arrêter dans la petite ville historique. C'est alors qu'elle vit la plaque discrète indiquant l'ancien monastère qui accueillait des femmes en retraite spirituelle, et quelque chose en elle murmura que c'était là qu'elle devait être. Sœur Bénédicte, la mère supérieure, était,
Une femme de 70 ans aux yeux pénétrants et à la sagesse qui semblait venir de décennies à traiter avec des âmes blessées. Elle accueillit Sophie sans poser de questions, observant seulement la petite valise, le visage gonflé d'avoir tant pleuré et la main instinctive que la jeune femme portait à son ventre encore plat. « Vous pouvez rester le temps dont vous avez besoin, » dit la religieuse conduisant Sophie à travers les couloirs de pierre qui faisaient écho au pas comme des murmures de prières anciennes. « Mais sachez qu'ici, nous ne cachons pas la douleur. Ici, nous l'affrontons. » La chambre que Sophie reçut était simple, un lit simple, un bureau en bois, un crucifix au mur et une fenêtre qui donnait sur le jardin intérieur où d'autres femmes s'occupaient de potager et de rosiers. Le silence n'était pas oppressant mais curatif, comme si les murs du monastère gardèrent des décennies de larmes transformées en paix. La première nuit, Sophie ne put dormir. Elle resta à la fenêtre à regarder les étoiles, la main sur le ventre, conversant silencieusement avec le bébé qui grandissait en elle. « Je ne sais pas ce que nous allons faire, » murmura-t-elle, « mais je te promets que tu ne te sentiras jamais seule, comme je me suis sentie. » Pendant la journée, elle aidait au potager, participait aux prières vespérales et passait des heures dans la bibliothèque du monastère, où elle trouva une petite salle avec un piano droit ancien. Les touches étaient jaunies et le son n'était pas parfait, mais quand Sophie joua les premières notes, elle sentit pour la première fois depuis des semaines qu'elle pouvait vraiment respirer. Sœur Bénédicte apparut à la porte de la salle de musique le 3e jour, alors que Sophie jouait une sonate mélancolique qui résonnait dans les couloirs comme une lamentation. « Votre mère jouait ainsi, » dit la religieuse, et Sophie s'arrêta brusquement, les mains suspendues au-dessus des touches. « Pardon, sœur. » Bénédicte entra dans la salle et ferma la porte derrière elle. « Marine Dupont, c'était votre mère, n'est-ce pas ?» Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Vous l'avez connue ?»« Oui, elle est venue ici plusieurs fois dans les dernières années de sa vie. Elle venait jouer sur ce même piano quand la douleur devenait insupportable. » La religieuse s'approcha et passa la main sur les touches avec affection. Elle disait que la musique était la seule chose qui la maintenait saine d'esprit au milieu des secrets qu'elle portait. Quel secret? Sophie se tourna complètement sur le tabouret, le cœur battant. Sœur Bénédicte l'étudia attentivement, comme si elle évaluait combien de vérités Sophie était prête à entendre. « Votre mère a eu un grand amour, Sophie. Un amour interdit, dangereux, qui a failli détruire 2 familles puissantes. Quand elle est morte, ce secret a été enterré avec elle, mais certains fantômes ne reposent pas en paix. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Quel genre d'amour interdit? Le PAM, genre qui engendre des enfants et oblige des familles entières à mentir pour protéger les réputations. Sœur Bénédicte s'assit sur une chaise près du piano. Marine était pianiste, vous le savez, mais elle était aussi jeune, belle et amoureuse d'un homme marié, un homme très puissant. « Qui ?» demanda Sophie, bien qu'une partie d'elle soupçonnait déjà la réponse. « Étienne Delorme, le père de votre mari. » Le monde s'arrêta. Sophie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac, et pendant un moment, elle ne put même pas respirer. « C'est impossible. C'est la vérité. » Sœur Bénédicte parla avec la sérénité de quelqu'un qui porte un poids depuis des décennies. « Marine m'a tout raconté dans les derniers mois de sa vie. Elle savait qu'elle était malade. Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Elle voulait que quelqu'un connaisse la vérité au cas où un jour vous en auriez besoin. » Sophie se leva brusquement, arpentant la petite salle comme un animal en cage. « Si ma mère a eu une liaison avec le père de Mathieu, cela signifie que vous êtes demi-frère et sœur. » « Non. » Sœur Bénédicte secoua la tête. « La liaison a eu lieu des années avant votre naissance. Étienne a mis fin à la relation quand il a découvert que sa femme était enceinte de Mathieu. Marine était dévastée, mais elle a respecté sa décision. Alors pourquoi est-ce important? Parce qu'Étienne n'a jamais cessé d'aimer votre mère, et quand elle s'est mariée avec votre père, Jacques Dupont, Étienne est devenu obsédé par l'idée que vous étiez peut-être sa fille. Même en sachant que les dates ne correspondaient pas, il n'a jamais pu accepter que Marine ait continué sa vie. » Sophie se rassit, les jambes tremblantes. « Et alors? Étienne est mort il y a 5 ans, Sophie. Mais avant de mourir, il a fait un testament secret. Un testament qui vous laissait un héritage considérable,
s'il était prouvé que vous étiez sa fille biologique. Les pièces commencèrent à s'emboîter dans l'esprit de Sophie comme un puzzle macabre. C'est pour ça que mon père a accepté le mariage arrangé. En partie, oui, mais aussi parce qu'Étienne, de son vivant, a fait pression pour que les familles s'unissent. Il voulait vous avoir près de lui, voulait pouvoir prendre soin de vous comme si vous étiez sa fille. Le mariage était une façon de légitimer cette protection. Sophie sentit la nausée monter. « Mathieu, c'est-il? Solarte ?» J'en doute. Étienne a gardé ce secret jusqu'à sa mort, mais quelqu'un a découvert le testament, Sophie. Quelqu'un qui a beaucoup à perdre si vous recevez cet héritage. Tandis que Sophie traitait ses révélations dans le silence, du monastère à 200 kilomètres de là, Mathieu perdait le sommeil pour la 3e nuit consécutive. Il avait engagé Laurent Ferrand, le meilleur détective privé de Lyon, pour enquêter non seulement sur les allées et venues de Sophie, mais aussi sur son histoire. « Êtes-vous sûr de vouloir savoir ?» Laurent avait demandé lors de leur première réunion. Parfois, la vérité est plus compliquée que le mensonge. « J'ai besoin de savoir », avait répondu Mathieu, passant la main dans ses cheveux dans un geste d'épuisement. « J'ai besoin de comprendre si j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. » Le rapport que Laurent apporta 2 semaines plus tard était épais et détaillé. Mathieu le lut 3 fois avant de pouvoir traiter complètement les informations qui changèrent tout ce qu'il pensait savoir sur sa propre vie. Sophie Dupont avait perdu sa mère à l'âge de 2 ans. Marine Dupont, née Marine Lambert, avait été une pianiste prometteuse qui avait étudié au Conservatoire de musique de Lyon et s'était produite dans d'importants concerts à Paris et à Marseille. Elle s'était mariée avec Jacques Dupont, viticulteur à 25 ans, et était morte à 32 ans dans des circonstances que le rapport médical de l'époque avait classées comme mort subite par problème cardiaque. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans les dossiers médicaux. Marine avait consulté 3 médecins différents dans les mois précédant sa mort, tous dans des villes différentes, tous rapportant des symptômes vagues, fatigue extrême, perte de poids, douleurs thoraciques, difficultés respiratoires. Les symptômes étaient compatibles avec un empoisonnement lent, mais aucun des médecins n'avait considéré cette possibilité à l'époque. Mathieu sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Empoisonnement lent. Exactement comme ce qui lui était arrivé 5 ans plus tôt. Le rapport continuait. Jacques Dupont s'était remarié seulement 6 mois après la mort de Marine, avec une femme beaucoup plus jeune qui avait amené 2 enfants d'un mariage précédent. Sophie avait grandi en étant traitée comme une étrangère dans sa propre maison, principalement prise en charge par des domestiques, tandis que son père se consacrait à des affaires de plus en plus infructueuses et à sa nouvelle famille. Mais la partie la plus troublante du rapport venait dans les pages finales. Laurent avait découvert que Marine Lambert avait eu une relation antérieure au mariage, une relation qui avait été étouffée par les familles impliquées. L'homme en question était marié, puissant, et avait remué ciel et terre pour garder la liaison secrète. Étienne Delorme, le propre père de Mathieu. Mathieu laissa tomber le rapport et alla à la fenêtre du bureau, regardant les vignobles sans rien voir. Son père avait eu une liaison avec la mère de Sophie. Cela expliquait beaucoup de choses. L'insistance d'Étienne pour que Mathieu se marie spécifiquement avec Sophie, la générosité excessive dans le contrat matrimonial, l'urgence d'unir les familles. Mais cela soulevait aussi des questions terrifiantes. Si Étienne avait aimé Marine, s'il était resté en contact avec elle au fil des ans, s'il n'avait peut-être jamais surmonté cet amour. Mathieu se souvint des paroles de son père dans les dernières années de sa vie, comment il parlait de corriger les erreurs du passé et de protéger ceux qui méritaient de protection. Le téléphone du bureau sonna, interrompant ses pensées. Ça a été Laurent. « Mathieu, je dois vous parler en personne. J'ai découvert quelque chose sur l'article qui a divulgué la grossesse de votre épouse. » 1 heure plus tard, Laurent était assis en face de Mathieu avec une expression sombre. L'article a été divulgué par quelqu'un de proche, quelqu'un qui a accès à des informations médicales confidentielles. Comment ça? La chroniqueuse qui a publié l'article a reçu non seulement l'information sur la grossesse, mais aussi des copies d'examens médicaux, des examens qui n'auraient pu être obtenus que par quelqu'un ayant accès au cabinet du docteur Henri Thibault. Mathieu fronça les sourcils. Docteur Henri ne ferait jamais ça. Il est médecin de la famille depuis des décennies. Pas le médecin lui-même,
mais quelqu'un qui travaille pour lui ou qui a accès à ses archives. Laurent ouvrit un dossier et en sortit quelques feuilles. J'ai retracé l'IP d'où a été envoyé l'email avec les informations. Il a été envoyé du bureau de Delorme Sécurité, Mathieu, de votre propre bureau. Le sang de Mathieu se glaça. Seules quelques personnes avaient accès au système interne de l'entreprise en dehors des heures de bureau. Lui-même, la secrétaire principale, le responsable informatique, était-ce Vincent, murmura Mathieu. Vincent. Delorme, son demi-frère cadet, fils d'Étienne avec sa seconde épouse. Vincent, qui avait toujours ressenti du ressentiment face au fait que Mathieu était l'héritier principal de l'entreprise. Vincent, qui avait ouvertement remis en question la décision de Mathieu d'épouser Sophie, la qualifiant d'intéressée et d'opportuniste. Il y a plus, continua Laurent. Vincent a fréquenté le cabinet du docteur Henry ces dernières semaines, officiellement pour traiter une blessure au genou, mais les visites ont été beaucoup plus fréquentes que nécessaire pour ce type de traitement. Mathieu se leva brusquement, la colère grandissant dans sa poitrine comme un feu. Il a eu accès aux examens de Sophie. Et pas seulement cela. J'ai découvert que Vincent a engagé un détective privé il y a 3 mois, avant même votre mariage. Il enquêtait sur Sophie, cherchant n'importe quoi qu'il pourrait utiliser contre elle. Pourquoi? Laurent hésita. Mathieu, vous devez vous asseoir pour entendre cela. Mathieu s'assit, se préparant à une autre révélation qui changerait tout. Votre père a laissé un testament secret, un testament que personne ne connaissait, pas même vous. Dans ce testament, Étienne laisse un héritage significatif à Sophie Dupont, la reconnaissant comme fille adoptive posthume. Ça n'a pas de sens. Si vous considérez qu'Étienne n'a jamais surmonté son amour pour sa mère, le testament est une façon de garantir que Sophie soit prise en charge, protégée financièrement, même après sa mort. Mathieu passa la main sur son visage, essayant de traiter tout cela, et Vincent a découvert ça. Exactement. Si Sophie reçoit cet héritage, la part de Vincent dans l'entreprise diminue considérablement. Il a beaucoup à perdre si Sophie reste dans la famille. C'est pourquoi il a créé tout ce scandale, pour forcer votre séparation. Mathieu ressentit un mélange de colère et de regret qui menaçait de l'étouffer. Vincent avait tout manipulé, avait utilisé les propres traumatismes et insécurités de Mathieu contre lui, avait détruit la vie d'une femme innocente par pure cupidité. « Je dois retrouver Sophie », dit Mathieu, se levant à nouveau. « Je la cherche déjà. » « Mais Mathieu... » Laurent l'interrompit. « Vous devez être préparé à la possibilité qu'elle ne veuille pas revenir, après tout ce qui s'est passé, après la façon dont vous l'avez traitée. » Le voyage de retour vers Paris fut tendu et silencieux. Sophie était assise sur le siège passager de la voiture de Mathieu, la main protégeant instinctivement son ventre, tandis qu'elle observait le paysage défiler par la fenêtre. Chaque kilomètre qui les rapprochait de la capitale semblait alourdir la menace qui pesait sur eux. Mathieu conduisait, la mâchoire crispée, les doigts serrés sur le volant. Sur la banquette arrière, Laurent consultait des documents et parlait au téléphone avec ses contacts dans la police, tentant de coordonner l'arrestation de Claudine Delorme. Mais la femme s'était évaporée comme de la fumée, et tous savaient qu'elle était trop rusée pour être capturée facilement. « Mathieu, » dit finalement Sophie, brisant le silence, « et si c'était vrai? Et si j'étais vraiment la fille d'Étienne ?» Mathieu la regarda rapidement, avant de reporter son attention. « Sur la route, est-ce que cela changerait quelque chose pour toi? » Cela changerait tout. Cela signifierait que notre mariage est invalide, que notre enfant... Elle s'arrêta, incapable de terminer sa phrase. « Notre enfant est notre enfant, » affirma Mathieu avec fermeté. « Peu importe ce que diront les tests ADN, peu importe ce que Claudine essaiera de prouver. Tu es ma femme, cet enfant est notre enfant, et rien ne changera cela. » Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était la première fois que Mathieu parlait du bébé comme notre, la première fois qu'elle sentait qu'il voulait vraiment cette famille. « Mais si nous sommes demi-frères et sœurs, nous ne le sommes pas, » interrompit Mathieu. « J'en suis certain. Comment peux-tu en être si sûr ?» Mathieu hésita un moment, puis soupira. « Parce que mon père m'a parlé de Marine dans ces derniers jours. Il m'a dit qu'elle avait été le grand amour de sa vie, mais qu'ils n'avaient jamais eu d'enfant ensemble. Il a dit qu'il l'aimait précisément pour cette raison, parce qu'elle représentait la vie qu'il n'avait jamais pu avoir, la famille
qu'il n'avait jamais pu former. Sophie le regarda surprise. « Il t'a parlé de ma mère ?»« Oui, et il m'a demandé de prendre soin de toi. Il a dit que tu étais spécial, que tu méritais d'être protégé et aimé. À l'époque, je pensais que c'était juste le délire d'un homme malade, mais maintenant je comprends qu'il essayait de me donner le plus grand cadeau de sa vie. » « Quel cadeau ?» Mathieu tendit la main et entrelaça ses doigts avec les siens. « Toi. » Ils arrivèrent à Paris en fin d'après-midi et Mathieu conduisit directement Sophie à son appartement dans le 16e arrondissement, un immeuble à sécurité maximale où elle serait protégée. L'appartement était immense, moderne et froid, mais Sophie prêta à peine attention à la décoration. Son esprit était concentré sur ce qui allait suivre. Laurent s'installa dans le salon, le transformant en un centre d'opération. Ordinateur, téléphone, documents éparpillés partout. Il avait réuni une équipe d'enquêteurs et coordonné avec la police nationale pour retrouver Claudine. « Elle ne peut pas être allée bien loin, » dit Laurent, pointant une carte de Paris sur la table. « Nous avons des gens qui surveillent. Tous les aéroports, les gares, les hôtels de luxe. Elle va apparaître. » Mais Claudine était plus maligne que tous ne l'imaginaient. Au lieu de fuir, elle préparait une attaque. Le téléphone de Mathieu sonna à 8 heures du soir. Numéro inconnu. Il regarda Laurent, qui lui fit signe de répondre tandis qu'il commençait à localiser l'appel. « Allô ?»« Mathieu, mon cher beau-fils. » La voix de Claudine était douce comme du miel empoisonné. « Comment se passe ta lune de miel avec la bâtarde ?» Mathieu fit signe à Sophie de rester silencieuse et mit le haut-parleur. « Où es-tu, Claudine ?»« Cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que j'ai une proposition pour toi. Une proposition qui peut sauver ce qui reste de l'honneur. De la famille Delorme. Je t'écoute. » Sophie renonce à l'héritage. Vous annulez le mariage et je remets les preuves qui démontrent qu'elle est la fille d'Étienne directement à la presse. Ce sera un scandale, mais vous pourrez vous en remettre. Elle disparaît de ta vie. Tu épouses quelqu'un de convenable, et nous faisons comme si cette aberration n'avait jamais eu lieu. Et si je refuse ? Claudine rit un son qui fit frissonner Sophie. Si tu refuses, je vais prouver publiquement que tu t'es marié avec ta propre demi-sœur. Je vais prouver que l'enfant qu'elle porte est le produit d'un inceste. La famille Delorme sera détruite à jamais, et vous deux vivrez comme des parias sociaux pour le reste de vos vies pathétiques. Mathieu regarda Sophie, qui était pâle comme un linge. Tu mens à propos de l'ADN. Vraiment ? J'ai ici dans ma main des tests ADN réalisés avec des cheveux de la brosse d'Étienne et de Sophie. Compatibilité de 99,8%. Veux-tu que je lise les résultats détaillés ? Sophie se leva brusquement et courut aux toilettes. Mathieu l'entendit vomir et voulut la rejoindre. Mais Laurent secoua la tête, indiquant qu'il devait maintenir Claudine en ligne pour localiser l'appel. « Où as-tu obtenu des cheveux de Sophie ? Madame Lefort est très efficace. Elle a collecté des échantillons pendant des semaines. Cheveux, salive dans le verre d'eau, sang sur la brosse à dents quand les gencives saignaient. » Claudine parlait avec un plaisir évident. « J'ai suffisamment de preuves pour vous détruire tous les deux devant les tribunaux et dans les médias. Et qui gagnes-tu ? Je gagne ce qui me revient de droit. 200 millions qui auraient dû aller à Vincent et à moi, pas à une bâtarde qui n'est même pas vraiment la fille d'Étienne. » Mathieu fronça les sourcils. « Comment ça, pas vraiment sa fille ?» Claudine se rendit compte qu'elle en avait trop dit et resta silencieuse un moment. Laurent fit signe frénétiquement, indiquant qu'il était sur le point de localiser l'appel. « Claudine, tu es toujours là ? Tu as jusqu'à minuit pour décider, Mathieu. Minuit où je vous détruis tous les deux. » La communication fut coupée. Laurent regarda l'écran de l'ordinateur et sourit. « Je l'ai. Elle est dans un hôtel à Chamonix. Hôtel. Mont-Blanc, chambre 205. » Mathieu alla vérifier l'état de Sophie, qui était revenue des toilettes, le visage lavé mais encore très pâle. « Tu as entendu ?»« Oui. » Sophie s'assit sur le canapé, les mains tremblantes. « Mathieu, si elle a des preuves, si vraiment... Tu as entendu ce qu'elle a dit à la fin, que tu n'es même pas vraiment la fille d'Étienne. Elle s'est contredite. Si tu étais vraiment sa fille, elle ne dirait pas ça. » Sophie cligna des yeux confuse. « Que veux-tu dire ?» Laurent s'approcha tenant quelques papiers. « Mathieu a raison. Si Claudine avait réellement des preuves que vous êtes la fille d'Étienne, elle ne dirait pas que vous n'êtes même pas vraiment sa fille. Elle a falsifié les tests ADN. » « Mais comment ?»
Ce n'est pas difficile de falsifier des examens quand on a de l'argent et des contacts. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de se contredire pendant l'appel. Laurent sourit. Elle vient de nous donner la preuve qu'elle mentait. Mathieu prit les clés de la voiture. Nous partons pour Chamonix. Il est temps d'en finir. Mathieu? Non, Sophie retint son bras. C'est dangereux. Elle peut avoir tendu un piège. Je ne la laisserai pas continuer à menacer notre famille. J'y vais avec Laurent et une équipe de la police. Toi, tu restes ici, en sécurité. Non, Sophie se leva avec détermination. Je viens avec toi. Il est temps d'affronter la femme qui a tué ma mère. Le voyage vers Chamonix dura 3 heures. Mathieu conduisait, Sophie sur le siège passager, et Laurent coordonnait avec une équipe de la police nationale qui les suivait dans une autre voiture. Le plan était simple. Confronter Claudine à l'hôtel et la forcer à avouer, tout étant enregistré pour servir de preuve. Ils arrivèrent à l'hôtel Mont-Blanc peu avant 11 heures du soir. C'était un hôtel de luxe ancien, au charme. Alpin qui contrastait avec la tension du moment. Mathieu s'enregistra à la réception, tandis que Laurent et les policiers se positionnaient stratégiquement. « Chambre 1203 », dit Mathieu à Sophie quand il revint de la réception. « À côté de la sienne. Montons. » Dans l'ascenseur, Sophie ressentit une contraction forte qui la fit se plier de douleur. Mathieu la soutint, alarmé. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Je ne sais pas. Une douleur intense. » Sophie respira profondément, essayant de se remettre. « Ce doit être le stress. Peut-être devrions-nous retourner à Paris. »« Non, je vais bien, finissons-en. » Ils arrivèrent au 12e étage et Mathieu vérifia que les policiers étaient en position dans les escaliers et les ascenseurs. Laurent était dans la chambre 1203, surveillant la situation grâce à des équipements d'écoute. Mathieu frappa à la porte de la chambre 1205. « Claudine, c'est moi, Mathieu ?» La porte s'ouvrit, mais ce n'était pas Claudine qui apparut. C'était un homme imposant, clairement un garde du corps privé. « Elle vous attend. » Sophie serra la main de Mathieu lorsqu'ils entrèrent dans la chambre. Claudine était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, élégante comme toujours, mais avec une lueur dangereuse dans les yeux. Sur la table à côté d'elle, il y avait un dossier avec des documents et une petite arme, bien visible. Quelle ponctualité! « Admirable !» dit Claudine, souriant froidement. « Sophie, ma chère, vous avez une mine affreuse. La grossesse ne vous réussit pas. »« Vous avez tué ma mère, » dit directement Sophie, sans détour. Claudine inclina la tête. « Votre mère était une menace, une pianiste insignifiante qui a cru qu'elle pouvait faire chanter la famille Delorme. J'ai simplement résolu le problème. Avec de l'arsenic. » L'arsenic est une substance intéressante, difficile à détecter, surtout il y a 20 ans. Votre mère est morte en croyant qu'elle avait une maladie cardiaque, bien plus humain que ce qu'elle méritait. Mathieu fit un pas en avant, la colère grandissant dans ses yeux. « Et vous avez essayé de me faire la même chose. Ah, Mathieu, mon cher beau-fils. » Claudine se leva, toujours souriante. « Vous posiez trop de questions sur l'héritage de votre père. Vous vous renseigniez sur des documents. Vous enquêtiez sur le passé. Je ne pouvais pas vous laisser découvrir le testament secret. Alors vous avez décidé de m'empoisonner. J'ai décidé de préserver le patrimoine familial. Vous étiez célibataire, sans enfant. Si vous mouriez, l'héritage entier revenait à Vincent et à moi. Simple et efficace. » Sophie ressentit une autre contraction, plus forte que la précédente, et ne put retenir un gémissement de douleur. Claudine le remarqua et sourit avec un plaisir évident. « Oh, on dirait que la bâtarde entre en travail prématuré. Comme c'est pratique. Ce sera beaucoup plus facile de me débarrasser de vous deux maintenant. » Mathieu se plaça devant Sophie. « Vous ne la toucherez pas. Je n'en aurai pas besoin. » Claudine prit l'arme sur la table. Le stress de la situation va provoquer une fausse couche, et vous deux aurez un tragique accident de voiture sur la route du retour vers Paris. Très triste, mais ces choses arrivent. La police est ici, Claudine. Vous ne pourrez pas vous échapper. Claudine rit. La police? Vous pensez que je n'avais pas prévu cela? Mon garde du corps est un ancien militaire, spécialiste des situations à risque. Et j'ai des itinéraires de fuite que ni vous ni la police ne connaissez. C'est alors que Sophie eut la contraction la plus forte jusqu'à présent, si intense qu'elle cria et se plia complètement. Mathieu la soutint, et quand il regarda ses mains, il vit du sang. « Sophie. »« Laurent, » cria Mathieu, « nous avons besoin d'une ambulance. »
Claudine pointa l'arme sur Mathieu. Personne n'appellera d'ambulance, elle va mourir ici avec le bâtard qu'elle porte, et vous allez regarder avant de mourir aussi. Mais Claudine avait sous-estimé deux choses. D'abord, que Laurent avait tout entendu et avait déjà appelé les secours. Ensuite, que l'amour de Mathieu pour Sophie s'était transformé en quelque chose de plus puissant que n'importe quelle peur. Mathieu bougea avec une rapidité qui surprit tout le monde. D'un mouvement fluide, il se jeta sur Claudine, la renversant à de sa chaise avant qu'elle ne puisse tirer. L'arme vola à l'autre bout de la pièce et les deux luttèrent au sol. Le garde du corps de Claudine tenta d'intervenir, mais à ce moment-là, la porte s'ouvrit et 3 policiers entrèrent, armes pointées. Mains en l'air, tous à terre. Mathieu réussit à immobiliser Claudine, la maintenant contre le sol, tandis qu'elle hurlait des obscénités et des menaces. Ses mains étaient tachées du sang de Sophie, qui s'était répandu quand il l'avait soutenue, mais il n'y avait pas de violence dans ses gestes, seulement une détermination de fer pour protéger sa famille. « Mathieu !» Sophie cria à nouveau, et cette fois Mathieu vit que ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de la panique. Il y avait beaucoup de sang, plus qu'il ne devrait y en avoir. Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes, qui semblèrent des heures. Sophie était semi-consciente, pâle comme de la cire, perdant du sang rapidement. Placenta prévia avec décollement, informa l'un des ambulanciers. Nous devons pratiquer une césarienne d'urgence immédiatement, ou nous perdons la mère, et l'enfant. À l'hôpital de Chamonix, Mathieu arpenta les couloirs comme un fou, tandis que Sophie était emmenée en chirurgie d'urgence. Ses mains portaient encore des traces de son sang. Ses vêtements étaient souillés. Mais il refusait de partir, de se laver, de faire quoi que ce soit d'autre qu'attendre des nouvelles. Laurent arriva 1 heure plus tard avec des informations sur Claudine. Elle a tout avoué. L'assassinat de Marine, la tentative d'assassinat contre vous, les plans pour tuer Sophie. Elle écopera d'une perpétuité. Mathieu l'entendit à peine. Toute son attention était focalisée sur la porte de la salle d'opération. L'intervention dura 4 heures. 4 heures pendant lesquelles Mathieu revécut chaque moment passé avec Sophie, chaque mot cruel qu'il avait prononcé, chaque occasion manquée de lui montrer son amour. Si elle mourait, s'il la perdait maintenant qu'il avait enfin compris ce qu'elle signifiait pour lui. Le médecin sortit finalement de la salle d'opération à 6 heures du matin. Mathieu se leva si rapidement qu'il faillit tomber. « Comment va-t-elle? Et le bébé? Votre épouse a perdu beaucoup de sang. Nous avons pratiqué une césarienne d'urgence et réussi à sauver le bébé, mais elle est dans un état critique. Les 24 prochaines heures seront déterminantes. » Mathieu sentit le monde s'écrouler. « Puis-je la voir? »« Oui, mais elle est inconsciente. Vous pouvez rester avec elle, lui parler. Parfois, cela aide. » Mathieu entra dans l'unité de soins intensifs, les jambes chancelantes. Sophie était entourée d'appareils, de tubes, de moniteurs qui émettaient des bips constants. Elle paraissait si petite, si fragile dans ce lit d'hôpital. Il s'assit à côté du lit et prit sa main, en veillant à ne pas déconnecter les fils. « Sophie, » murmura-t-il, la voix brisée, « tu dois te réveiller. Tu dois rencontrer notre fils. C'est un garçon, Sophie, un beau garçon qui a tes yeux. » Il resta là pendant des heures, lui parlant, lui racontant le bébé, demandant pardon pour tout ce qu'il avait fait de mal, promettant d'être différent si elle lui donnait une chance. « Je t'aime, » dit-il finalement, les mots sortant avec difficulté. « Je sais que je ne l'ai jamais dit avant. Je sais que je ne mérite pas que tu me croies. Mais je t'aime, Sophie. J'aime ta force, ta musique, la façon dont tu prends soin de tout le monde avant de prendre soin de toi-même. J'aime comment tu as pu me pardonner même quand je ne méritais pas le pardon. » C'est alors que Sophie ouvrit les yeux. Lentement, comme si elle sortait d'un rêve profond, elle fixa son regard sur lui. « Mathieu ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Je suis là, mon amour. Le bébé? Il va bien. Notre fils va bien, petit mais fort. Il est en néonatologie, mais les médecins disent-moi qu'il s'en sortira. » Sophie essaya de sourire, mais elle était trop faible. « Tu as dit que tu m'aimes. » Mathieu embrassa sa main délicatement. « Je l'ai dit, et je continuerai à le dire pour le reste de ma vie, si tu me le permets. Et Claudine, arrêtez, elle a tout avoué. Elle ne fera plus jamais de mal à personne. » Sophie ferma les yeux un moment, assimilant tout. Quand elle les rouvrit, des larmes coulaient sur son visage. « Mathieu, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. N'importe quoi. Promets-moi. »
que tu vas m'apprendre à te faire confiance, que tu seras patient avec moi, parce que je veux construire une vraie famille avec toi, mais j'ai besoin de savoir que tu ne m'abandonneras pas à la première difficulté. Mathieu prit son visage entre ses mains, avec une infinie précaution. Sophie, j'ai détruit tout ce que j'ai touché dans ma vie, mais si tu ouvres les yeux chaque jour et que tu me choisis, j'apprendrai à reconstruire, j'apprendrai à t'aimer, comme tu mérites d'être aimé. Tu promets? Je promets. Sophie sourit, et même faible, épuisée, avec des appareils partout, Mathieu ne l'avait jamais trouvée aussi belle. 3 mois plus tard, ils étaient au domaine Saint-Clair, rénové et plein de vie. Sophie jouait du piano dans le salon, tandis que Mathieu tenait Pierre-Étienne, qui était né à 2,8 kg et était maintenant un bébé en bonne santé et bruyant. L'enquête sur la mort de Marine avait été rouverte, et Claudine était jugée pour meurtre. Vincent avait écopé de 15 ans pour tentative d'homicide et extorsion. Madame Lefort avait été arrêtée comme complice, mais avait coopéré avec la justice en échange d'une peine réduite. L'héritage d'Étienne avait été libéré pour Sophie, qui utilisa une partie de l'argent pour transformer le domaine en un centre de musique pour enfants défavorisés, honorant la mémoire de sa mère. Le reste fut investi dans un fonds qui assurerait l'avenir de Pierre et de tout autre enfant qu'il pourrait avoir. Mathieu avait appris à exprimer ses sentiments, à parler de ses peurs et de ses insécurités, à être le mari que Sophie méritait. Cela n'avait pas été facile, des années de méfiance et de traumatisme ne se guérissent pas du jour au lendemain. Mais chaque jour, il choisissait l'amour plutôt que la peur, la vulnérabilité plutôt que le contrôle. Sophie avait appris à faire confiance à nouveau, à accepter qu'elle méritait d'être aimée et choyée. La musique était revenue dans sa vie avec force, et elle composait des berceuses pour Pierre qui parlèrent d'espoir, de nouveaux départs, d'amour qui surmonte tous les obstacles. Un dimanche après-midi, alors que Pierre dormait dans les bras de Mathieu et que Sophie jouait une mélodie douce au piano, Mathieu prononça les mots qui étaient devenus un rituel entre eux. « Sophie, oui, je t'aime. » Et elle, souriant, répondit comme elle répondait toujours, « Je t'aime aussi, et je choisis de t'aimer tous les jours. » Dehors, les vignobles ondulaient doucement dans la brise, et pour la première fois depuis des décennies, le domaine Saint-Clair était rempli de musique, de rire et d'amour véritable. Le passé avait été guéri, les méchants punis, et l'avenir s'étendait devant eux comme une promesse dorée de bonheur conquis à travers la douleur, mais transformé en joie pure. Mathieu regarda sa femme et son fils et sut qu'il avait enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie sans le savoir, une vraie famille, construite sur des fondations de confiance, de pardon et d'amour inconditionnel. Et pour la première fois de sa vie, il n'avait pas peur du lendemain, car il savait que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble.